Alors je suis né à Berthelicourt, dans l'Aisne, près à la rue sud de Saint-Quentin. J'ai un frère aîné de 1931 qui est mort, une sœur de 1937 qui est morte aussi. Il reste que moi, l'intermédiaire. 1936. Ah, mon père était belge d'origine, il est arrivé en France sans terre, il a loué des terres et agriculteur dès son plus jeune âge. Mon père est arrivé avec sa valise en France et il a repris des fermes en location. Dans l'Aisne, on n'achetait jamais, c'était des très gros propriétaires qui ne travaillaient plus, mais qui louaient les terres à des exploitants. Donc mon père avait 120 hectares en exploitation. Et j'ai été élevé très très dur à l'époque, donc en 1936, juste avant la guerre. Un peu difficile, l'éducation très sévère, les parents sont très autoritaires, veulent que les enfants obéissent, et j'étais pas très obéissant. Parce que j'étais un petit sauvage, j'aimais la campagne, pas du tout le travail, pas du tout le respect des instructions. Avant la guerre, on n'avait pas tellement de soucis, parce que on était agriculteurs, donc on avait de quoi se nourrir, s'habiller, des relations courtoises avec les voisins. Donc ça se passait bien, jusqu'au moment de la guerre. J'ai entendu parler de la guerre qui arrivait. Mon père est resté à la ferme le temps qu'il a pu. Et ensuite, on a été, avec la voiture et une remorque, parti un peu en dehors de notre région, dans le sud-ouest. Corrèze. Corrèze. On a fait plusieurs fois. On avait emmené un lapin, un peu de matériel, et mon père nous faisait manger sur le bord de la route. Et on est allé là-bas, à cette époque-là, en 3-4 jours. Et on est revenu très vite, parce que les Allemands ont occupé, mais ils autorisaient à cultiver quand même. Ils s'occupaient de leurs problèmes, et pas trop des gens qui habitaient encore sur place. Donc ça m'a pas traumatisé, moi, la guerre. J'adorais les chevaux, donc je voyais des chevaux. Et j'allais voir les Allemands qui me proposaient des bonbons. Et ma mère ne voulait pas que je les mange, me disant ils sont empoisonnés. Ce qui n'était pas vrai. Évidemment, ils avaient des enfants ces gens-là. Je suis allé à l'école, mais je n'aimais pas ça du tout. J'étais gaucher et dyslexique. Et donc, j'ai vite appris à m'amuser en classe. Donc c'est le genre de gars qu'on met dans le bout de la classe, qui embête tout le monde. À 5 ans, je venais à l'école avec une petite boîte à un hanneton à l'intérieur que je lâchais dans la classe. Et la maîtresse me mettait dans le fond de la classe, parce que je ne faisais que des bêtises sans étudier. On allait à pied, et le soir on rentrait, on chopait des cerises du voisin, on faisait toujours des bêtises. Toujours. Et mon père a été très, comment je dirais, bon éducateur. Sévère, mais une éducation stricte, sans discussion jamais, ni pour manger, ni pour boire, ni pour aller se coucher, sauf pour faire les devoirs. Et il a vu que je ne faisais rien. Et j'étais à l'école communale, et j'avais un cheval au bout de 5 ans. À l'âge de 5 ans, j'avais un cheval. J'étais fou des chevaux. Je le prêtais à ma copine polonaise, qui était première. Je lui prêtais mon cheval et je recopiais les devoirs. Ça n'a pas duré longtemps. 2 ans après, mon père m'a dit, en pension. Donc à 11 ans, j'étais en pension chez les frères. Donc né en 36, c'était 47. 47, on était sortis de la guerre, mais on était restriction. Donc là, j'étais maté pendant un certain temps, mais j'ai jamais beaucoup travaillé. Certificat d'études à 13 ans. Normalement, on sortait 3-4 fois par an. Moi, je sortais jamais, parce que j'étais collé à chaque fois. Donc, dans la
classe où il y avait 20-25 élèves, il y avait 3 crapulots. Bernard de Marly, Francis Froidemont, et puis un autre qui était le fils d'un curé. 3 voyous, c'est tout. Les autres marchaient droit. Donc c'est pour ça qu'on était pris en grippe tout le temps. Et alors mon père m'avait dit, tu rentreras quand tu pourras. Donc je rentrais aux grandes vacances, et puis peut-être 2 fois par an, 2 fois par an. Et là on s'est retrouvé à 3 grands voyous. Ben, on se levait la nuit. On faisait des conneries la nuit. Alors, surtout avec les gens qui avaient le malheur d'être le fils de l'instituteur du coin, qui était toujours premier. Et lui, on l'emmerdait au maximum, puisque nous, on foutait rien. Il fallait donc des gars en face pour nous en... Tous les coups durs, on leur faisait. Mais on était réprimandés tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne savait que ça. On fumait, par exemple. Dès que j'étais en pension, on fumait. On se trouvait des cigarettes. Je sais pas comment. Il y en avait un qui amenait du tabac, l'autre des feuilles, on les roulait, on fumait ça. Et alors, bien entendu, on allait fumer dans les toilettes. La fumée sortait par le haut. On se faisait piquer à chaque fois. Bon. Mais on a, par exemple, jamais dit qu'on faisait des bêtises. Donc on se mettait dans le dortoir avec une règle sous les genoux, à genoux, avec une règle. Et le supérieur disait, vous irez dormir quand l'un de vous se sera dénoncé. On ne dénonçait pas nous 3. Donc on passait des heures avec la règle sous les genoux. Alors s'essayant un coup de temps en temps sur les fesses. Parce que ça fait mal, très mal. Donc on était franchement des chercheurs d'histoire, quoi. On n'aimait pas du tout l'école et on était incapables d'apprendre. Moi, ils n'ont jamais compris que le gaucher, il fallait qu'il écrive à droite. J'écris à droite. Mais je suis toujours dyslexique, j'arrive pas. Donc on était un peu des gens insupportables. Donc, à 15 ans et demi, mon père a appelé son directeur où il a passé son école d'agriculture en Belgique, à Sydney, exactement. Et il lui a dit, il y a le bien qui vaut rien, je peux rien en faire, il faudrait que tu me le prennes et on va en faire un cultivateur. Donc, l'entrée à l'école en Belgique, où il y avait 100 élèves, mais 80 flamands, 18 wallons et 2 français. On était 100 dans l'école. Il m'a dit, tu me le prends, tu m'en fais un cultivateur. Tu me le dresses, t'en fais quelque chose. Il a dit, normalement c'est des 16 ans que je dois les prendre. Il m'a dit, tu le prends, je te le donne, c'est 15 ans et demi, tu peux le prendre. Donc je suis allé à 15 ans et demi à l'école d'agriculture. Et là, en Belgique, on apprend beaucoup la pratique. Alors j'avais déjà conduit un tracteur à 12 ans. J'avais déjà conduit des chevaux à 12 ans. Qu'on a dû traire, quelquefois, mon frère et moi, quand le dimanche, le vacher était sous. Mon père nous faisait lever, 4 heures du matin, il y a 80 vaches, 40 vaches à traire, 20 chacun. Allons-y. Voilà. Mon père avait un tracteur qu'il avait juste après la guerre, avec les bienfaits des Américains qui nous donnaient des matériels américains. Donc on avait un tracteur Farmal avec 2 roues devant, jumelées, 2 roues derrière. Et j'avais déjà appris à conduire. Donc je savais conduire les chevaux, je savais labourer à 12-13 ans. Donc quand je suis arrivé en Belgique, les gars ont vu que je savais beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de pratiques. En Belgique, on fait les césariennes sur les vaches. À 18 ans, je faisais les césariennes. Moi-même, avec un veto derrière. Donc j'avais appris tout ça. Très peu de culture générale. Un peu de français, beaucoup de maths, très peu d'histoire, mais beaucoup de pratique. Donc je suis revenu avec une compétence agricole. Et c'est là, à ce moment-là, que mon père est tombé malade. Comment ça s'appelle quand on a fait un burn-out?
Et donc c'est à ce moment-là que moi, bien sûr plus vieux, j'ai repris la ferme à l'âge de 18 ans. Sur les 120 hectares, mon père en avait repris 60, qu'il avait donné à mon frère aîné. Donc il restait 120, toujours. On m'a dit, c'est toi qui dirige la ferme, avec les 12 salariés, qui étaient tous des Polonais, mais des respects du patron. À l'époque, très respectueux. Et ils ont dit, le gamin, on va l'aider, et il va gérer la ferme. Donc de 18 à 19-20, je me suis occupé de la ferme, j'ai semé du blé, j'ai semé du colza, j'ai semé des pommes de terre, j'ai planté des pommes de terre, j'ai fait les récoltes avec ces gens-là qui faisaient ce qu'ils pouvaient pour m'aider. Et en fait, j'étais patron, sans l'être, et j'ai appris à commander, comme ça, avec beaucoup de corrections, parce que ces gens-là connaissaient leur boulot. Donc, 25 chevaux dans la ferme, le matin on attelle 5 attelés, et on va travailler dans la ferme. Pour se mettre 30 hectares de betteraves, il faut 10 jours. 10 km par jour, pendant 10 jours, pour se mettre les 30 hectares, c'est-à-dire qu'en 10 jours, vous faites 100 km à pied, avec 2 chevaux, et en tenant le semoir. Donc vous apprenez vite la résistance physique qu'il faut avoir. Et donc mon père m'avait dit, tu es un homme, donc à 18 ans maintenant, tu fais comme les hommes. Si on charrie de la paille, tu charries de la paille. Si on fait des sacs de grains, tu portes des sacs de grains comme tout le monde. 100 kilos sur le dos, tu montes au premier. Donc j'ai fait tout ça. Et à ce moment-là, mon beau-frère, le troisième qui a vu ma sœur, qui était fils de pharmacien, a repris les 120 hectares. Et là, je lui ai dit, je m'en vais. Je vais chez mon oncle, à Paris, qui est chez Renault, qui est donc un grand à Ponte. Et je vais lui demander de me trouver du travail. Et avec un diplôme agricole, donc après la guerre, je suis monté à Paris. Mon oncle m'a donné un logement à Meudon. Et il m'a dit, tu vas vendre des voitures. Et alors ça, dans le 16e, à Meudon, ce sont des gens nantis. C'est des types de très grande éducation, des grands pontes, qui veulent aider des petits jeunes qui démarrent. Donc ils sont réceptifs. Et je suis devenu très vite un vendeur de qualité dans une agence qui vendait 100 voitures par an. La première année, j'ai fait 255 voitures. Le patron de la concession, qui était rue Chardon-Lagache dans le 16e, a dit, ce gars-là, il faut qu'on s'en serve parce qu'il est bon. Donc ils m'ont pris et ils m'ont mis vendeur dans un quartier de Paris où je suis devenu deuxième vendeur de France. Et là, j'ai une anecdote. Le patron de la concession, M. Biguet, rue Chardon-Lagache, dans le 16e, à l'âge du PDG de la région Renault, Dreyfus. À l'époque, on avait des dauphines et des frégates qu'on ne pouvait plus vendre. Il lui téléphone et il lui dit, j'ai appris après, je vais te prendre des frégates que tu ne peux pas vendre. Il se tutoyait, mais tu m'offres 100 dauphines que je t'achète et que tu n'as pas, que tu n'as plus assez. Et il dit, je vais t'envoyer le petit vendeur. Ça, c'est l'affaire du siècle. Qui a deuxième de France. Il va t'apporter le chèque de 100 millions de francs à l'époque, qui va te payer les frégates et les dauphines, et tu vas le recevoir. Je suis parti à l'île Seguin, devant ces gens monstrueusement grands, avec des gardiens devant leur bureau. Vous ne pouvez pas rentrer. J'ai un chèque pour monsieur, et j'avais 23 ans et demi. Et je rentre dans le bureau, ce monsieur. Ce sont des gens, j'en ai 3 comme ça. Qui dit, alors jeune homme, vous êtes un bon vendeur, j'ai appris que vous étiez deuxième. Oui, monsieur. Comme ça, les pétoches,
J'étais surtout venu vous amener un chèque. Je suis au courant qu'il me dit, pas de problème, merci pour le chèque. Alors vous, si un jour vous voulez être concessionnaire, Renault, vous m'appelez et je vous aide pendant les 5 premières années. Je vous mets les voitures devant la concession que vous aurez trouvée ou choisie. Et vous les paierez que quand vous m'enverrez le chèque, je vous enverrai les papiers. 5 ans. Et je choisis, un peu de temps après, puisque j'ai encore travaillé chez lui, Pont-en-Mer. Le maire était concessionnaire Renault. Il était dégradé, il était agent. Il vendait 300 voitures par an. Monsieur Dreyfus m'a dit, pas de problème. Vous reprenez Pont-en-Mer, je vous renomme concessionnaire. Et je vendais, au bout de 10 ans, 1250 voitures par an. Monsieur Dreyfus est venu me voir 2-3 fois en disant « Vous êtes un de mes meilleurs vendeurs. On va en envoyer 17 en Concorde à New York. 8 jours, vous faites partie de cela. » Donc j'ai voyagé en Concorde avec monsieur Michelin, François, un deuxième, un monsieur d'une simplicité dans le Concorde. Bonjour, bonjour, comme si c'était un petit bonhomme, pas grand, mais d'une correction, d'une modestie. Et ensuite, je suis devenu transporteur, en plus, avec 100 camions. Et j'ai repris une ferme de 50 hectares. J'en ai eu 170. Et j'ai des chevaux de course, j'ai des vaches, j'ai des hectares agricoles. Je fais de la culture, encore aujourd'hui. Et à 40 ans, vous êtes le roi du pétrole, parce que Dreyfus vous dit bonjour monsieur. Michelin vous dit bonjour monsieur, parce qu'on a 100 camions et 1400 pneus sous les camions. Et à ce moment-là, j'achète des camions tous les ans. Je dois 2 milliards à peu près en leasing à des sociétés de leasing qui se disent, s'ils se cassent la gueule, on va tout perdre. Et dans les derniers camions achetés, je vois le PDG de chez Goodyear en Amérique qui me dit, monsieur, vous achetez des camions avec des pneus neufs sur vos camions, Michelin. Je reprends vos pneus, je vous mets des Goodyear et je vous les loue. Ça veut dire qu'il m'a repris 1400 pneus. Il m'a fait un chèque. Il a loué mes pneus sur les camions avec un gars de chez lui qui entretient tous les pneus de tous les camions qui font toute l'Europe, y compris l'Europe de l'Est. Et je deviens un gros transporteur avec mon certificat d'études. Simplement. Je ne parle pas anglais. 3 mots. Wait and see ou borderline. Borderline, ça veut dire que en activité privée, vous devez être borderline, jamais au-delà. Il faut être courageux et avoir une intention de réussir. Il ne faut pas y aller. Ah ben là. Non, il faut vouloir réussir. Vous êtes un caïd dans votre profession. Vous avez donc beaucoup de privilèges. On m'a permis de faire, chez Renault, de la Formule 3. À l'époque, je vendais des Renault, des Alfa Romeo et des Rambler américaines. 3 types de voitures. Et Renault a accepté parce que, comme j'étais un cador, quand vous êtes un cador, on vous tolère à peu près tout. Donc j'ai fait, dans ma vie, de la Formule 3, dérapage contrôlé. 3 millions de kilomètres en voiture. Dans ma vie, 3 millions de kilomètres. Ça veut dire à peu près 90 fois le tour de la Terre. J'ai fait du bateau, à voile, avec un copain qui avait un bateau de course. Pour faire les toilettes, c'est au bout du bateau, au devant, le cul à l'air, avec un truc qui vous lave proprement. Avec des bateaux de course qui se couchent à 90 degrés. Et on tient la barre, on est debout. J'ai réussi
dans beaucoup de domaines, mais c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est le faiseur. Ma femme dit toujours en blaguant, faiseur de problèmes. Elle n'a pas peu raison. Mais ce que j'aime, c'est réussir pour le fait gagner une course avec un cheval. Le premier, le deuxième, troisième compte beaucoup moins. Réussir dans l'automobile. Mais c'est pas le pognon. J'en ai assez pour vivre très modestement, puisque je n'ai pas. Je suis pas modeste. La preuve, j'ai une maison qui vaut 500 000 euros, 800 000 avant la décote de la saison, qui va mal. Mais je m'en fous. J'ai donné à ma femme. Moi, j'ai une retraite tout à fait satisfaisante. Ça me suffit. Donc, réussir, non pas pour l'argent. Le caviar, j'aime pas. Mais j'aime bien les huîtres.